Bonjour à tous. Donc moi, je ne vais pas vous parler de Sierpinski, parce que clairement c'était le thème, le fil conducteur des... non, moi, c'est une commande d'Olivier, c'est de parler des triplés de Pythagore. Donc bien sûr, ça vient des triangles rectangles. Mais là, on va l'aborder dans un premier temps. On va essayer de s'intéresser à des résultats arithmétiques. Et dans un second temps, on va s'intéresser à des résultats géométriques. Donc en fait, voilà, il fallait quand même faire un peu de géométrie, parce qu'on m'a dit que ça devait parler de triangle. Et dans un troisième temps, si on a le temps, mais on n'aura sans doute pas le temps, parce qu'on en aura marre, c'était des résultats pour aller plus loin, pour s'amuser sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, avec des petites choses pour s'amuser sur les triangles de Pythagore. Alors je vais commencer par des généralités et des définitions, pour essayer de mettre le cadre, de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on appelle triplé de Pythagore. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est que le théorème de Pythagore. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas particulier où le triplet serait à valeur entière. Donc on appellerait triplé de Pythagore, tout triplé d'entiers ABC, que je vais supposer tous non nuls parce que voilà, on ne veut pas de triangle aplati, qui sont reliés par la relation A carré plus B carré égale C carré. L'ensemble de ces triplés, je vais le noter plus, bon, on s'en fiche, c'est l'ensemble des triplés de Pythagore. Bon, assez rapidement, on n'est pas forcément satisfait de cette définition. Bon, déjà, cet ensemble est non vide. On le sait depuis la Mésopotamie antique que 3, 4, 5, c'est un triplé, par exemple, de Pythagore. Mais très vite, on s'aperçoit que, en fait, 3, 4, 5 est un peu le représentant d'une famille de triangles semblables. Il suffit que je multiplie par P chaque coordonnée, ça reste un triangle rectangle qui lui est semblable. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on s'intéresse qu'au représentant le plus simple. Donc je vais introduire une définition, c'est-à-dire les triplés primitifs, c'est-à-dire ceux qui seraient premiers entre eux, pour éviter justement le fait d'avoir des doublons, parce que sinon c'est évident de montrer par exemple qu'il y a une infinité de triplés de Pythagore. Il suffit d'en prendre un et on le multiplie par 2, 3, 4 et on en obtient une infinité. Donc, je note P0, ça va être le représentant de chaque classe de triangle que je peux me construire en prenant le représentant tel que le triplé, c'est les entiers premiers entre eux. Ça va? Donc, avec cette nouvelle définition, notre 3, 4, 5 est toujours un triplé primitif, mais son 6, 8, 10 n'en est plus un. D'accord. On remarque assez rapidement que comme ces trois entiers sont reliés par une relation assez forte, A carré plus B carré égale C carré, si on veut vérifier que quelqu'un est primitif, il suffira de vérifier que 2 parmi 3 sont premiers entre eux. Ça va pour tout le monde. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, tout ce que je dis, parfois je vais dire on peut montrer que, et vous allez me dire ouais c'est un peu facile de dire ça, mais en fait j'ai fait un petit poly qui démontre vraiment que je démontre tout ce que je dis. Et comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder, voilà. Donc parfois je vais peut-être aller dans le détail de la preuve et parfois je dirais on peut montrer que, mais rassurez-vous, je l'ai fait. Voilà. Donc maintenant on le sait, si je veux vérifier que quelqu'un est primitif, il suffira de regarder si 2 parmi 3 sont vraiment premiers entre eux. Okay. Proposition numéro 1, il existe une infinité de triplés primitifs. Ok, bon ça on le sait depuis longtemps. C'est-à-dire que même les Mésopotamiens, même les Grecs antiques, tout ça, ils savaient qu'il y avait une infinité de triplés de Pythagore. Et c'est assez facile d'en construire. Je vais le démontrer par construction en donnant des exemples. En fait, il y a deux familles assez connues de triplés primitifs que l'on peut construire à partir d'exemples simples. Je prends un premier exemple. Issu d'identités remarquables, avec les identités remarquables, on s'en convainc assez rapidement que si je prends un entier K quelconque, non nul si possible, ben 4K carré moins 1, 4 carré plus 1 va constituer un triplé de Pythagore, primitif. Alors, le caractère triplé de Pythagore, c'est un calcul, hein, faites-moi confiance, vous développez au carré et tout va bien. Le caractère premier entre eux, c'est assez évident aussi si on accepte Bezout, parce que K fois lui, moins lui, ben ça fait 1. Donc, en fait, assez rapidement, on peut montrer que les deux premiers, par exemple, sont premiers entre eux, quel que soit K. Donc ça constitue bien un exemple de famille infinie, parce que j'en ai autant qu'il y a d'entiers, de triplés primitifs. Cette famille est appelée famille de Platon. Alors, c'est pas moi qui l'ai appelée comme ça. C'est un philosophe qui s'appelle Proclus,
Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il est connu pour avoir dit que cette famille s'appelait la famille de Platon. Je donne un autre exemple de famille infinie, qui elle repose sur un constat que vous avez sans doute déjà fait, c'est que si vous prenez deux carrés consécutifs, leur écart, c'est un nombre impair. Donc, c'est assez facile de se dire, il suffirait que ce nombre impair soit par hasard un carré lui-même pour que j'obtienne une configuration de Pythagore. Bon, ayant fait ce constat, on comprend que pour n'importe quel entier impair, 2k plus 1, je peux lui associer un triplé comme ça, primitif, qui viendrait juste de cette identité remarquable qu'on a remarquée sur cette relation. Ok, et cette famille, elle s'appelle famille de Pythagore. Voilà. Donc ces deux familles, on va les retrouver plus tard, c'est ce qui sera rigolo. Mais c'est déjà un constat, c'est assez agréable de se dire que ça permet déjà d'avoir une idée de plusieurs types de familles infinies de triplés primitifs. Pour s'amuser, on peut s'amuser à regarder les premières valeurs, et en fait pour k égale 1, je retrouve 3, 4, 5 pour la famille de Platon. Pour k égale 2, bah tiens, j'ai 8, 15, 17 qui est un triplé primitif. Voilà, si jamais vous ne le saviez pas, c'est un triplé primitif. Je peux faire la même chose pour Pythagore, et pour k égale 1, je retrouve 3, 4, 5. Voilà, c'est vraiment le plus simple de tous. Mais pour k égale 2, un que peut-être vous connaissez, c'est 5, 12, 13. Hein, effectivement, 144 et 169 sont écartés de 25, donc ça nous fait bien un triangle rectangle. Voilà. Alors ça c'est des preuves, mais en fait on s'en fiche. Je vous ai convaincu déjà, non? Ça c'est la primalité, enfin le fait qu'ils sont premiers entre eux. J'ai dit on a bien, mais en fait je ne l'ai pas vérifié. Voilà, je dis on développe. Pour Bezou, encore, on a que c'est premiers entre eux parce qu'ils sont consécutifs. Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux. Et voilà, tout va bien. Très bien. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a une infinité de triplés primitifs. C'est intéressant. Un autre lemme que j'aime bien, que je trouve assez remarquable, et qui peut constituer un exercice assez sympathique pour des élèves de terminale, c'est de dire, si j'ai un triplé primitif, alors il y a forcément un multiple de 3. Il y a forcément, un triplé d'abord pas primitif. Il y a forcément au moins un multiple de 3. Il y a forcément au moins un multiple de 4. Et il y a forcément au moins un multiple de 5. Donc on retrouve ce 3, 4, 5, hein, qui en fait est à l'origine de tout, hein, à l'origine de la vie, tout ça. 3, 4, 5, donc en fait, il était nécessaire qu'il y ait au moins un multiple de 3, un multiple de 4, un multiple de 5. On peut même spécifier que le multiple de 3 sera forcément parmi les deux petits côtés du triangle. Le multiple de 4 aussi, le multiple de 5 peut être l'hypoténuse, mais peut être aussi les deux petits côtés. Alors vous vous doutez que si je rajoute la condition primitive, vous n'allez pas avoir au moins, mais vous allez aussi avoir au plus. C'est-à-dire que là, c'est exactement. Si j'ai un triplé primitif, étant donné qu'il n'y en a qu'un qui a le droit d'être un multiple de 3, sinon je casse la condition de premier entre eux, je vais avoir exactement un multiple de 3, exactement un multiple de 4, exactement un multiple de 5. Voilà, je trouve ça rigolo. Alors, pour le faire démontrer par des élèves de terminale, c'est assez rigolo. Vous vous dites, voilà, je prends un nombre de la forme 4k plus 1, 2 ou 3, et je regarde les possibilités. Est-ce que je peux avoir tel reste? Est-ce que je peux faire ceci pour avoir une relation de type la somme de deux carrés égale un autre carré? Nous, bien sûr, qui savons qu'il suffit de se placer dans z sur 3z, on va dire, qui sont les carrés dans z sur 3z? Il n'y en a que deux, il y a 0 et 1. Donc c'est assez facile, si vous faites une table, de dire 1 plus 1 égale 2, c'est pas un carré. 2 n'est pas un carré, donc 1 plus 1, ça ne peut pas être une configuration. C'est-à-dire que si je veux que la somme de deux carrés égale un carré dans z sur 3z, je suis forcé d'avoir un 0 parmi A ou B. Et ainsi, je me convainc qu'il y a forcément un multiple de 3 parmi A et B. Z sur 4z, c'est pareil, parce que les carrés, ça va être encore 0 et 1. L'argument sera le même, 2 n'est pas un carré dans z sur 4z. Dans z sur 5z, ça change parce que vous avez 4 ou moins 1 qui est un carré. Donc c'est rigolo, parce que 4 plus 1, ça fait 0. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver avec le 0 qui est de l'autre côté du égal, donc ça pourrait être 5 qui incarne le multiple de C qui incarne le multiple de 5. Mais je peux aussi avoir que c'est A ou B qui incarne le multiple de 5. Mais en tout cas,
si je regarde toutes les configurations possibles, il n'y en a qu'un nombre fini, donc c'est assez vite, ben, il y a forcément un 0. Je ne peux pas avoir une somme de deux carrés qui est égale à un autre sans qu'il y ait un 0 parmi les éléments de ma relation. Donc si vous regardez sur le petit poly que vous pourrez prendre à la fin, j'ai fait un tableau où j'ai mis tous les carrés possibles quand vous les additionnez, et on se convainc assez vite qu'effectivement, je suis forcé d'avoir un 0. Voilà, donc c'est rigolo. Ça se démontre par des aides de terminal, peut-être un peu plus, avec des techniques un peu plus à la main, disons-le, mais ici on est assez vite convaincu. Petit résultat qui ne sert à rien, parce que je me suis posé plein de questions qui ne servent à rien, c'est est-ce qu'il y en a un qui peut incarner, justement, est-ce qu'il peut prendre sur lui la responsabilité d'être le multiple de 3, le multiple de 4, le multiple de 5 hein, ou est-ce que forcément il faut qu'ils se répartissent les rôles? Et en fait, assez vite, j'ai un triplet primitif où il y en a un qui incarne 3 fois 4 fois 5, ça fait 60. Et ben 60 est un élément d'un triplet primitif. Donc oui, lui a le droit d'être celui qui dit « Allez, c'est moi qui vais être le multiple de 3, de 4 et de 5 ». Les autres sont multiples de rien du tout, parce que 61 c'est le premier. Oui. Je ne voulais pas dire de bêtises. Parce que ce sont des nombres premiers. Voilà. Ok. Donc voilà, premier constat rigolo. Le caractère multiplicité par 3, 4, 5. Et je me suis demandé est-ce qu'il y en a d'autres. En fait, il ne peut pas y en avoir d'autres, vu que je sais que 3, 4, 5 est un triplet primitif. Donc je ne pourrais pas avoir une condition du type, il y en a forcément un qui est multiple de 11, forcément un qui est multiple de 17. Bon, c'est assez facile à comprendre. Mais je me suis posé d'autres questions idiotes, du style, est-ce que je peux compléter une famille si vous me donnez un nombre? Est-ce que je peux dire, je vais t'en donner deux autres, tel que la famille devient un triplet primitif? Donc j'ai donné une définition qui n'existe pas et qui s'appelle un entier est dit pythagorisable s'il existe deux autres entiers tels que A, B, C est un triplet primitif. Et donc je me suis posé la question, à quelles conditions, une condition nécessaire suffisante, peut-on être pythagorisable? En fait c'est assez facile. Parce que c'est vraiment... je vous donne le résultat. Hein. Comment? La réponse, c'est votre congruence à 4. C'est la clé. Pourquoi 4? C'est comme ça. Mais en gros, vous êtes pythagorisable, c'est seulement si vous n'êtes pas 1. Je suppose que tout le monde arrive à se convaincre qu'il n'existe pas de triangle rectangle dont l'un des côtés vaut 1. À coordonnées entières, bien sûr. Et vous n'êtes pas congru à 2 modulo 4. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, ça suffit à ce que tous les autres soient pythagorisables. Si vous êtes congru à 2 modulo 4, vous ne pouvez pas appartenir à un triplet primitif. Pour une raison assez simple. Parmi ABC, il y a forcément un multiple de 4. Et vous êtes congru à 2 modulo 4. Donc ce n'est pas vous. Mais vous êtes pair. Comme l'autre, qui est multiple de 4, lui aussi est pair. Vous n'êtes plus primitif. Donc cette condition-là, elle vient assez vite. On ne peut pas être congru à 2 modulo 4 dans un triplet primitif. 1 aussi, c'est des raisons assez évidentes. Mais la question c'est, est-ce que tous les autres peuvent l'être? Eh bien en fait oui. Et on va utiliser une famille de Platon et de Pythagore. Donc, ça c'était juste une preuve de 1 n'est pas pythagorisable. Voilà, je voulais m'en convaincre. Parce que, on ne sait jamais, si j'avais des nombres très très grands, peut-être que je pouvais faire apparaître 1. Mais en fait non, c'est absurde, on est d'accord. Mais le plus simple c'est de dire, finalement si vous êtes pythagorisable, vous pouvez vous écrire comme la différence de deux carrés, donc un produit de deux entiers qui a priori sont distincts. 1 n'est pas produit de deux entiers distincts. Voilà. Donc 1 n'est pas pythagorisable. Il y avait plus simple pour le voir. Par contre, ce qui peut être rigolo, c'est d'essayer de trouver, alors ça c'est l'argument que je vous ai donné tout à l'heure, de si vous êtes congru à 2 modulo 4, vous ne pouvez pas être pythagorisable. Mais si vous êtes impair, êtes-vous pythagorisable? Oui, parce que Proclus a dit que, Pythagore a dit que, cette famille était primitive. Et donc 2k plus 1, c'est n'importe quel entier pair, peut être complété en une famille primitive. C'est rigolo. Et si je suis congru à 0 modulo 4, du coup, parce que c'était le dernier cas, oui, on l'a vu, ça c'était la famille de Platon, qui commençait par 4k, 4k carré moins 1, 4k carré plus 1, c'est aussi un exemple. Donc vous êtes bien pythagorisable. Voilà, c'est rigolo. Bon. Ok. Est-ce qu'on pousse plus loin les questions inutiles?
est-ce que je peux compléter une famille, mais cette fois-ci j'impose que c'est le grand côté, qu'on appelle parfois hypoténuse, qui doit être complété. Donc ça veut dire que je dis qu'un entier C est hypoténusable s'il existe deux entiers strictement non nuls, positifs, tels que la famille ici est un triplet primitif. Et là en fait c'est une question ouverte, c'est-à-dire que je ne sais pas caractériser ces entiers-là. Donc si l'un de vous a envie de s'y coller, par exemple Landry. Est-ce que tu as demandé à ChatGPT? Je n'ai pas demandé à ChatGPT. Mais j'ai quand même une condition intéressante qui est que si je suis hypoténusable, alors tous mes diviseurs sont congrus à 1 modulo 4. C'est ce que je vais dire. Si je suis hypoténusable, alors tous mes diviseurs sont congrus à 1 modulo 4. Ce qui déjà est pas mal. Mais en fait, ce n'est pas suffisant parce que, comme l'a fait remarquer Olivier, je peux trouver des hypoténus qui sont congrus à 1 modulo 4 et qui ne sont, enfin, des nombres qui sont congrus à 1 modulo 4 mais qui ne sont pas hypoténusables, comme 9. 9 n'est pas hypoténusable. On s'en convainc assez vite. Ok, ben je vais démontrer ça. Et ça utilise des trucs d'arithmétique assez fins, enfin, pour ceux qui ne font pas de l'arithmétique à temps plein, et que je trouve assez rigolo. Donc je ne sais pas si vous êtes accrochés, c'est un peu une preuve que j'aime bien. Je rappelle le petit théorème de Fermat. Voilà, on va en avoir besoin. Si P est un nombre premier et que j'ai un A qui n'est pas divisible par P, alors vous savez sans doute que A puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo 4. Ça va? Ok. Donc maintenant, je me dis soit un triplet primitif, et je vais me prendre P, un diviseur premier de C, de la forme 4K-1. Donc c'est absurde. Mais on va voir que j'aboutis à une contradiction. Donc, je dis OK, donc A carré plus B carré égale C carré. Donc si P divise C carré, P divise A carré plus B carré. Vous êtes d'accord? Ça va? Je n'ai perdu personne. P va diviser forcément A carré plus B carré. Mais je vais vous prouver que P ne divise pas A carré plus B carré. C'est pour ça que ça commence par cependant. Cependant, P ne divise ni A ni B. Donc s'il ne divise ni A ni B, Fermat nous dit que j'ai ces deux relations, donc en les retranchant, j'obtiens un multiple de P. P divise la différence. Mais si P divise la différence, alors P ne divise pas la somme. Parce que P ne divise ni A ni B, donc s'il divise la différence, il ne peut pas diviser la somme. Ça va? Je ne vous ai pas perdu. Alors je l'écris là, comme ça, en disant, par exemple, P ne peut pas diviser 2A P moins 1, qui s'écrit comme lui plus lui. Donc, comme il divise lui, il ne divise pas lui. Ok? Et ensuite, comme vous êtes bon en identité remarquable, vous dites, P c'est de la forme 4K-1, donc P-1 c'est de la forme 4K-2. Tout le monde sait que je peux faire une factorisation formidable de ce nombre en faisant apparaître comme facteur A carré plus B carré. Mais alors, si P ne divise pas ça, P ne divise pas ça. Mais P divise A. Et bien, contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, P ne peut pas être congru à moins 1 ou 3, comme vous voulez, modulo 4. Et ce qui est assez rigolo, c'est que comme si vous prenez deux diviseurs qui sont congrus à 1 modulo 4, ça reste congru à 1 modulo 4, le produit. Donc en fait, c'est assez facile de voir que comme je l'ai montré que pour les diviseurs premiers, tous les diviseurs vont vérifier la même chose, qui sont forcément congrus à 1 modulo 4. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il ne serait pas congru à 0, congru à 2? Tout simplement parce que P ne peut pas être égal à 2, vu qu'une hypoténuse ne peut pas être paire, car c'est forcément A ou B qui est le multiple de 4, donc C ne peut pas être multiple de 2. Sinon, ça rompt le caractère primitif. On aboutit à une contradiction, P n'est pas de la forme KK-1, P n'est pas 2 parce que C est impair, P est donc de la forme KK plus 1. Ça vous va? C'est rigolo? Alors cette preuve, ce n'est pas dû à moi, c'est dû à Euler. Donc voilà, restons modestes. C'est Euler qui a fait cette preuve. Bon, lui, il a dû faire ça en griffonnant, bon, c'est évident. Mais moi, j'ai trouvé que cette preuve était assez jolie. En plus, quand on utilise le théorème de Fermat, je me dis, waouh, il fallait y penser. Donc finalement, on est assez déçu parce qu'on se dit que finalement, je ne peux pas construire un triangle rectangle dont l'hypoténuse serait un nombre premier congru à moins 1 modulo 4, comme par exemple 7. Bon, on s'en remet. 31 ou 2 milliards, ça aussi c'est un nombre premier, je suppose que vous le connaissez, qui est congru à 3 modulo 4.
Mais alors c'est assez rigolo parce que vous pouvez poser la question comme ça, existe-t-il un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut... Voilà. En fait, ça c'est un nombre de Mersenne. C'est pour ça que je sais qu'il est connu à 1 modulo 4. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, modulo moins 1 modulo 4. C'est le nombre de Fermat qui sont plus 1 et le nombre de Mersenne c'est moins 1. Donc c'est un bon exemple. Ça va? Oui, c'est tout. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Non, je me suis posé d'autres questions inutiles que j'ai mis dans le poly d'ailleurs, des trucs utiles unicité, c'est-à-dire que par exemple, si je me prends une hypoténuse donnée, ai-je unicité de cette hypoténuse? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul triangle rectangle à coordonnées entières, enfin à côté entier, tel que ça vaut tant? Et en fait, non, on peut en trouver plein de contre-exemples qui sont représentés plusieurs fois. Mais par contre, combien de fois ils sont représentés, ça, j'ai aucune réponse. Mais je m'arrête là. Et tu as une question? Il y a pas une famille de Platon et de Pythagore, il y en a d'autres? Non, pas connu. Après, il peut y avoir la famille, des familles qu'on crée nous-mêmes. Hein. En fait, il y a une manière de paramétriser l'ensemble des triplés pythagoriciens en utilisant deux paramètres. Ça vient de la paramétrisation du cercle avec le paramètre t. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 2t sur 1 plus t carré, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ça, si je prends t rationnel, alors ça me donne un triplé pythagoricien. Et donc t rationnel, c'est deux paramètres. Et donc en fait, avec deux paramètres, j'obtiens tous les triplés pythagoriciens qui peuvent exister. Mais il n'y en a pas de remarquable. Voilà. J'ai mis ces deux familles en premier parce qu'on va les retrouver plus tard aussi. Et donc c'est rigolo. Mais voilà. Moi, j'en connais pas d'autres qui auraient un nom, en tout cas. Ça va pour tout le monde? Donc j'arrête maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, ça va à peu près. J'arrête tous les résultats inutiles d'arithmétique, mais parmi ceux-là, on peut quand même piocher des petits exercices indépendants qu'on pourrait poser à un élève de terminale ou autre, de maths sup peut-être. C'est assez rigolo. Bon, maintenant, on va passer à la géométrie. Parce que une question que je me suis posée, c'est est-il possible de représenter l'ensemble des triplés pythagoriciens? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un moyen géométrique d'être sûr de tous les obtenir par un procédé simple? Alors, pour coder un triplé pythagoricien, l'approche primitive, c'était une approche arithmétique, c'est-à-dire j'ai dit, je veux qu'ils soient premiers entre eux. Et j'ai donc pris le représentant de la classe d'équivalence des triangles semblables en prenant celui dont les côtés étaient premiers entre eux. Mais lorsque je vais faire la géométrie, c'est peut-être mieux de me ramener à, je prends dont l'hypoténuse vaut 1. Donc je vais définir ce qu'on appelle les triangles de Pythagore renormalisés. C'est-à-dire que je prends un triangle rectangle dont les côtés sont rationnels et dont l'hypoténuse vaut 1. Il est assez facile de voir, même si c'est démontré dans le poly, si jamais vous me remettez en question ma parole, que lui aussi est un représentant de la classe d'équivalence de tous ces triangles semblables, et que donc comprendre tous les triangles à hypoténuse 1 et à côté rationnel est équivalent à comprendre tous les triangles primitifs, et même donc tous les triangles de Pythagore. Est-ce que ça va? Donc là, je me ramène à l'hypoténuse vaut 1, je renormalise, et en plus c'est assez pratique parce que je vais être sur un compact, un borné, ce qui fait que je vais pouvoir faire des convergences, alors que si j'avais pris des triangles de Pythagore dont l'hypoténuse peut exploser, j'aurais pas pu faire des convergences simples, on va dire. Donc me ramener à ça, c'est quand même plus pratique pour faire apparaître des résultats du type densité ou convergence, vous allez voir après. Ce qui justifie donc ma définition. Donc, j'ai un triangle de Pythagore renormalisé, et je vais lui associer un triplé de Pythagore renormalisé qui va être R1, R2, 1. En fait, par extension, ce sera juste R1, R2, 1. Et tel que la somme des deux rationnels vaut 1, au carré. Alors, on va donner un premier résultat simple qui va nous convaincre. C'est que, ça aussi c'est un lemme que vous pouvez demander en colle. Si j'ai un triplé renormalisé, R1 c'est P1 sur Q1 et R2 c'est P2 sur Q2, je les prends sous forme irréductible, alors forcément Q1 égale Q2. C'est-à-dire qu'en gros, le dénominateur est forcément commun. C'est assez rigolo, mais ça m'arrange parce que du coup, le dénominateur, vous savez que c'est l'hypoténuse
Donc, quand je vais lui associer le triplet primitif correspondant, ça me reviendra à voir Q comme étant l'hypoténuse et P1 et P2 comme étant les deux petits côtés du triangle. Alors, je ne détaille pas la preuve, mais en gros, par un tour de passe-passe, on arrive d'un côté à montrer que Q1 divise forcément Q2, mais si je fais de l'autre côté, j'obtiens que Q2 divise forcément Q1. Et donc, Q1 égale Q2, par double... Vous êtes d'accord? C'est une relation d'ordre, et je les prends dans les deux sens. Vous pouvez regarder la preuve, c'est assez rigolo, mais ça utilise le fait que comme Q1 ne divise pas P1, alors forcément il divise machin, et qui divise forcément machin. Je ne fais pas le détail de la preuve, parce que vous n'avez pas envie, et que c'est la troisième présentation. Ainsi, je peux montrer que déterminer l'ensemble des triangles de Pythagore renormalisés revient à déterminer l'ensemble des triangles de Pythagore primitifs. Grâce à ce lemme, je vais pouvoir dire, je fais une correspondance entre des couples de rationnels qui sont dans le cercle unité et un triplet primitif. Ce qui me pousse donc à faire la représentation suivante. Je me donne gamma qui est le quart de cercle positif unité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, mes coordonnées sont positives. Et je vais noter gamma indice P, P comme Pythagore, c'est l'intersection entre gamma et les rationnels. Ok, très bien. Et je vais dire, je prends l'application qui a un triplet primitif ABC, lui associe A sur C, B sur C. Psi moins 1, ça va être deux fractions irréductibles, je leur associe P1, P2, Q. Et je montre assez facilement que c'est bien bijectif grâce au lemme précédent, et donc j'ai bien une correspondance parfaite entre P0 et gamma P. Ça vous va? Oui. Ok. Et maintenant je trace un cercle. Et je dis un truc assez rigolo, c'est que finalement, n'importe qui ici va coder un triangle rectangle d'hypoténuse 1. D'accord, c'est un cercle unité, il est très bien. Donc finalement, c'est mon gamma que je représente ici. Tous les points ici vont représenter un triplet primitif. La question c'est, est-ce que je peux les mettre en évidence par une construction géométrique? C'est pas évident. Donc je vais essayer d'introduire et de vous convaincre que ce qu'on fait c'est tout à fait naturel et que n'importe qui aurait eu la même idée si jamais on lui avait suggéré. Donc, comment les obtenir géométriquement? Donc voilà, j'ai mis en rouge pour bien visualiser le domaine gamma. Et on va faire la première expérience suivante. Je suppose que dans la partie non positive, donc ça c'est pas gamma, si vous voulez, je l'appelle l'ensemble pas gamma, j'ai trouvé un point qui a des coordonnées rationnelles. Tant mieux, je vais en déduire un point à coordonnées rationnelles dans gamma. Pour cela, ce que je fais, c'est que je prends un autre point à coordonnées rationnelles, par exemple 1, 1. Et je vais tracer la droite MP. Vous allez me dire, quelle idée saugrenue. Et en fait, je peux montrer assez facilement, poli à l'appui, que M' est forcément de coordonnées rationnelles. Et c'est assez rigolo. En fait, ça se comprend assez bien. L'intersection ici et l'intersection entre le cercle unité, x carré plus y carré égale 1, ok, et une droite passant par deux points à coordonnées rationnelles, donc une droite dont l'équation cartésienne n'a que des coefficients rationnels. Vous me suivez sur celui-là? Donc si je cumule les deux conditions, pour obtenir l'intersection ici, je dis que M' est solution de à la fois le cercle et à la fois la droite, et donc par substitution, j'obtiens un polynôme de degré 2 à coefficient rationnel, dont l'une des racines est rationnelle, parce que l'une des racines, c'est lui. Et donc, par jeu de coefficients racines, j'en déduis que l'autre racine, parce que le produit des racines doit être un des coefficients du polynôme, j'en déduis que la deuxième racine est forcément rationnelle elle-même. C'est rigolo. Donc, assez facilement, je sais que cette construction géométrique, à partir d'un rationnel, j'en déduis forcément un autre. Waouh! C'est prouvé, hein, si vous ne me croyez pas. Je vois plein d'yeux sceptiques. Et je suis même capable de donner les coordonnées. Regardez. Si lui, c'est alpha, bêta, alors lui, c'est ça. Et ça, c'est beau. Alors, la preuve, elle est pénible parce qu'il faut faire des calculs. Mais ça se fait. Alors, il faut utiliser les relations coefficient, polynôme, racine pour simplifier les choses, mais vous allez voir la preuve élégante que je propose.
on voit assez bien qu'on obtient ça. Ok. Mais c'est pas tout, parce que déjà, il faudrait arriver à en trouver un au départ, et ensuite, j'en déduis un dans la zone gamma, ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce que j'en fais ensuite? Et bien maintenant, je vais faire une autre hypothèse, c'est supposons que j'en ai un dans la zone gamma, ce que je viens d'avoir en fait là. Et bien je vais en déduire 3 autres, à coordonnées rationnelles, mais dans pas gamma. Comment je fais? Ben, je prends A, et je prends un rectangle inscrit comme ça. C'est-à-dire que lui, si ses coordonnées, c'est AB, lui, ça va être moins AB, moins A moins B, A moins B. Tout rationnel, du coup. Donc, si je fais le petit dessin, regardez, attention. Paf! Donc, à partir d'un point de gamma, j'obtiens 3 points qui ne sont pas dans gamma. Et, vous l'avez deviné, paf! Je relance la droite. C'est-à-dire qu'en faisant en 2 temps, d'abord, je pars d'un gamma, je lui associe 3, et je relance la droite, j'obtiens 3 points. Donc en fait, à partir d'un point, j'en obtiens 3. Donc c'est-à-dire que si vous êtes capable de construire un triplé pythagoricien, vous en déduisez 3 automatiquement. C'est rigolo. Et en plus, je les déduis géométriquement, ça qui est beau. Non, vous ne trouvez pas? Et j'ai même les coordonnées. C'est ça. Si les coordonnées de A, c'est AB, alors les coordonnées de A'1, A2, A'2, A'3, c'est ça. Okay. Pourquoi pas? Remarquez que c'est des fractions. Et je peux en fait assez facilement remarquer que bon, le dénominateur c'est le même, et qu'en fait ils sont irréductibles. Parce que si A et B sont premiers entre eux, alors je peux montrer que ça est premier avec ça, et ça est premier avec ça. C'est assez rigolo. Donc j'ai bien la forme optimale. Ce qui me permet de dire que finalement, je peux noter une application qui va me permettre de, à partir d'un triplé, obtenir 3 triplés. Donc je fais d'abord, je le transpose dans le cercle, je fais ma transformation géométrique, et je reviens avec psi-1 pour obtenir des triplés. Ça vous va? Donc je mets un produit tensoriel pour expliquer que j'applique psi-1 à chaque coordonnée. Je sais pas si voilà, c'est une notation personnelle. Ok? Donc en partant de n'importe quel triplé, on obtient un arbre ternaire, c'est-à-dire 3 branches, voilà, contenant a priori une infinité de triplés. Mais alors on se pose les questions suivantes. Parce que vous allez me dire, bah, c'est bien joli, mais si ça se trouve, je boucle. Oui. Ça se trouve, je retrouve les mêmes. Ça se trouve, voilà, on les a pas tous. Ou si ça se trouve, il y en a 10 joints. C'est-à-dire que j'ai une famille, j'ai une autre famille à partir d'une autre racine. Donc les questions qu'on se pose sont les suivantes. Donc en fait, c'est unicité, existence, injectivité, surjectivité. Densité. Existe-t-il une racine dont l'arbre associé recouvre tous les triplés? Ça, ce serait une sorte d'existence. Un triplé peut-il apparaître plusieurs fois dans un arbre? Ça aussi, c'est unicité. Et doit-on se poser 3 questions plutôt que 2? J'en avais que 2 questions, donc voilà, je m'arrête. Moi j'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe si on remplace le point 1 par n'importe quel point Ah bah c'est une très bonne question, je ne l'ai pas vérifié. En fait, la construction géométrique que je propose, c'est pas de moi. Mais, en fait, il y a un prof qui a fait un super poly qui explique la transformation, sauf que lui, il avait pris le cercle, regardez, 1,5, et il prend ce cercle-là. Okay. Et parce que lui, il voulait que l'hypoténuse vaille 1. Donc lui, il dit, si j'ai un point, enfin, bref, je ne sais pas si vous comprenez le schéma, mais lui, moi, mon hypoténuse, c'est le rayon du cercle, lui, il voulait que ce soit le diamètre du cercle. C'est censé être rectangle. Il est rectangle, ça se voit. Et donc, en fait, je me suis inspiré de ce qu'il fait en l'adaptant au cercle unité, et du coup, je me suis aperçu que le point 1,1 était une bonne réponse. Mais si je prends le point, par exemple, je sais pas moi, 4,2. Ouais, 4,2. Alors 4,2, le problème c'est que je vais avoir des moments où je n'intersecte pas forcément le cercle. C'est-à-dire que si je vais trop loin, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, j'ai pas réfléchi, je vous avoue. Mais 1,1 marche bien.
Mais effectivement, on pourrait se poser la question de peut-être que je peux trouver d'autres points qui font le pivot de mes droites, là, et qui permettraient aussi de construire tous mes triplés. Et si ça se trouve, certains points ne les construisent pas tous, et on peut les caractériser. Mais voilà, qui a le temps de faire ça? D'accord, il nous reste aussi à résoudre la question de comment on démarre. Ah ben bien sûr, ça aussi, vous allez voir, le démarrage c'est assez simple. Ouais. Mais c'est effectivement une question à se poser. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va faire de l'algèbre linéaire. Je suppose que vous adorez l'algèbre linéaire parce que c'est des matrices, et les matrices ça s'inverse et ça se calcule. D'ailleurs, je me suis amusé à poser en colle les matrices que vous allez voir parce qu'elles sont assez sympathiques à inverser. Donc moi ce que je dis c'est, j'ai compris que ABC je lui associe 3 images, donc je vais noter Φ1, Φ2 et Φ3, 3 applications. Et ces applications en fait elles sont linéaires. Parce que si je regarde leur image, elles s'expriment ainsi. Oh, bah, facile. Donc si elles sont linéaires, bah, je peux les voir comme matricielles. Donc je vais noter R1, R2, R3, les 3 transformations, les 3 matrices associées à ces transformations-là. Et regardez comme elles sont belles ces matrices. C'est les mêmes, mais il y a des moins, et parfois il n'y a pas de moins. Et alors, vous n'allez pas me croire, mais vous savez quelles sont leurs inverses? Ben, les mêmes, mais avec des moins, et parfois pas des moins. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est l'inverse de R1, ça c'est l'inverse de R2, ça c'est l'inverse de R3. Donc en fait, toutes ces matrices-là, c'est les mêmes coefficients. On pourrait dire, si je prends les coefficients en valeur absolue, c'est toutes les mêmes. Alors vous allez me dire, pourquoi? Et je vous avoue, j'en sais rien. Mais c'est rigolo. Voilà. Donc en colle, j'ai demandé, inversez-moi cette matrice. Donc ça fait ça. Et en général, l'étudiant est surpris parce qu'il se dit, non, c'est pas possible. Et alors il pipote et tout. Alors, après, c'est quand même à faire à la main, c'est un peu pénible si on s'y prend mal, comme l'élève par exemple. Donc en fait, j'ai pas passé un très bon moment en colle. Mais quand même, c'est rigolo. Alors vous allez me dire, oui, bon, on passe à la suite. On veut savoir si la unicité et existence. Et je vais donner un premier lemme qui dit, on peut remonter l'arbre. C'est-à-dire que si je suis quelque part dans l'arbre, alors forcément, je peux prétendre avoir un parent. Et j'en ai en fait qu'un seul. C'est ça qui est assez rigolo. C'est-à-dire que si je prends ABC, un triplet primitif, qui n'est pas 3, 4, 5, ou qui n'est pas 4, 3, 5. C'est le même en fait. Mais ici, l'ordre a de l'importance. Alors, il existe un et un seul I, tel que si je fais RI-1 de mon triplet, donc c'est-à-dire que je fais la réciproque, la transformation inverse, eh ben, il y en a qui m'envoient n'importe où, et il n'y en a qu'une parmi les 3 qui m'envoie dans le cercle. Il n'y en a qu'une qui m'envoie vers un triplet primitif. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut remonter qu'un nombre fini de branches, c'est-à-dire que je me donne je ne sais pas comment on appelle ça, j'allais dire une valuation, mais c'est pas le bon mot. Une hauteur. Un quoi? Une hauteur. C'est une hauteur? Tu as tout de suite compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire un truc qui décroît et qui permet de dire que je ne peux faire qu'un nombre fini d'étapes. En gros, si je remonte mon arbre, alors le nouvel indice A sera forcément strictement inférieur à celui d'A. En disant cela, je sais que je ne peux faire qu'un nombre fini d'étapes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ma seule condition d'arrêt, c'est est-ce que c'est 3, 4, 5 ? Sinon, je peux continuer. Donc je suis forcé de m'arrêter sur 3, 4, 5. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que 3, 4, 5 devient la racine universelle. Mais je suis... Alors, n'importe quel est dans l'arbre, parce que je peux remonter jusqu'à 3, 4, 5, de manière unique. Et, bref, vous m'avez compris, en fait, c'est bon, on a existence et unicité avec ces deux lemmes. C'est rigolo, c'est assez beau. C'est rigolo. Alors, la preuve de ça, vous allez voir, je fais 8 points en disant, il faut démontrer ça, ça, et ça, et ça, vérifier ça, vérifier ça. C'est un peu pénible. D'ailleurs, à un moment, il y a un point que j'ai fait et je ne suis pas du tout satisfait de l'élégance de ma preuve. Donc, si quelqu'un a envie de retravailler ma preuve pour en faire quelque chose de plus élégant, il est bienvenu. Je posais une fonction et j'étudie la fonction, quoi, un truc comme un élève, quoi. J'avais honte de moi, mais bon, ça marchait. Alors que je suis sûr qu'il y avait un argument arithmétique qui permettait de dire que ça marchait. Donc voilà, c'est mes seuls regrets pour la présentation. On obtient un algorithme qui, partant de n'importe quel sommet, remonte forcément à la racine 3, 4, 5 ou 4, 3, 5. Donc pour avoir unicité, alors en fait, je n'ai pas vraiment unicité, si vous comprenez, je vais imposer en fait que le premier soit, je ne sais plus, impair, je crois.
je vais imposer que le premier soit impair. Mais vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, il peut y avoir peut-être que les deux arbres, l'un qui part de 3, 4, 5 et l'autre qui part de 4, 3, 5, eux, ils vont peut-être se recouvrir. Oui. Et bien en fait, non, parce que vous conservez la parité sur le A. C'est-à-dire que si A, A1, A2, A3, les trois images ont la même parité que A. Ouais. Il y a un point pour bien comprendre. Tu prends un point, tu prends un triplé. Quand tu remontes de manière unique, c'est le chemin qui est unique. C'est ça? En fait, à chaque fois, j'ai trois choix, techniquement. Oui. Et en fait, j'en ai qu'un qui m'est offert parmi ces trois choix. C'est-à-dire que si je dis, je vais prendre la transformation inverse R1, ça se trouve, ça m'envoie hors de P0. Ok. Donc il n'y en a qu'un seul qui me garde dans P0. D'accord. C'est ça qui fait que le retour est inverse et unique. Et donc, ce que tu montres ici, pour être sûr d'avoir vraiment bien compris, quand tu prends ton triplé au départ, Ouais. ABC, tu es certain que son géniteur universel, c'est ou 3, 4, 5 ou 4, 3, 5. Exactement. Et du coup, tu as unicité. Unicité, si. À un près, à parité Voilà. près. En fait, j'ai deux arbres, mais qui vont être isomorphes, Oui, ok. l'un le miroir de l'autre. Mais en fait, je ne sais pas si je dois faire un dessin pour l'expliquer. Alors, c'est un arbre ternaire. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'était de me dire, peut-être que là, j'ai quelqu'un et qui est aussi là. Le fait que je puisse avoir qu'une seule manière de remonter l'arbre ne me permet pas d'avoir ça. Parce que comme ça devient donc purement déterministe, enfin, je veux dire, donc voilà, j'ai bien unicité et du coup, comme si je pars de n'importe quelle feuille, je sais que je peux remonter, c'est que n'importe quelle feuille est vraiment sur l'arbre. Donc, si j'impose la parité de A, j'ai unicité totale. Ça vous va? C'est rigolo. Alors, du coup, on va essayer de le faire. Et quel est le point de départ? Alors, est-ce que je connais un point sur pas gamma qui soit rationnel? Techniquement, oui, mais il y en a deux simples. Il y a lui et il y a lui. Et en fait, c'est les deux graines qui vont permettre d'obtenir 3, 4, 5 ou 4, 3, 5. Donc je prends lui à 0, vous voyez, c'est lui là, et je trace ma droite, je fais le calcul pour m'amuser, et effectivement, j'obtiens que ces coordonnées, c'est 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc en fait, paf, j'ai ma racine, et je peux commencer le... Et après, tu fais ton rectangle. Voilà. Si j'avais démarré ici, par des arguments de symétrie évidents et tout ça, j'aurais obtenu 4 cinquièmes, 3 cinquièmes. Et tu nous as fait des itérations pour voir si J'en ça, ai fait qu'une parce que si ça fait l'arc rouge. Est-ce que c'est dense? Est-ce qu'il y a des trucs? Non, mais parce qu'en fait, très vite, on ne voit plus rien. On voit plus rien, vraiment d'accord. droite, mais j'ai fait quand même une itération D'accord. avec un zoom, regardez, paf, pour observer qui sont les trois premiers triplés qu'on obtient. Et alors, vous avez lui et lui. Voyons si vous êtes attentif. 5, 12, 13. Famille de Platon. Non, c'est Pythagore. Pythagore. 8, 15, 17. Platon. 21, 29, 20. Rien. Ok. Maintenant, je vais essayer de donner de l'intuition, parce que j'ai fait ça, je me suis dit, oh, c'est vachement bien, mais j'essaie de comprendre, ouais, mais il se passe quoi, par exemple, si je compose tout le temps par la même fonction? Parce que regardez, si je pars de là, je comprends que A1' est forcément vers là. Parce que l'antécédent, l'image, elle est là, donc la droite, elle est forcément au-dessus de moi. Je réitère, je me dis, si je réitère que là, forcément, je vais converger vers ça. Pareillement ici. Et lui, c'est plus rigolo. Parce qu'en fait, ça dépend de où vous êtes. Mais si vous êtes avant la bisectrice ou après la bisectrice, il va vous ramener vers la bisectrice. Mais pas de manière monotone. Donc il va osciller autour de votre... Alors je me suis dit, c'est génial, on va étudier ces trois suites. Enfin, sauf si vous n'avez pas envie. Ah oui, si, il faut... très vite, très vite. Alors déjà, je dis, ça s'appelle l'arbre de Bergen. Voilà, voici l'arbre de Bergen. Et regardez, si je prends l'enveloppe de l'arbre, tchac, 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 impair, impair, impair. C'est donc la famille de Pythagore. Et là,
j'obtiens 4K, 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 c'est Platon. Attends. Donc en fait, Ah oui, mes putain, deux familles, c'est les bornes inférieures et supérieures de mon arbre, c'est-à-dire elles correspondent à avoir composé tout le temps par phi 1 ou tout le temps par phi 3. Donc on retrouve ces familles primitives dans cet arbre. C'est rigolo. Donc pour aller plus loin, mais on peut s'arrêter là et je ne me vexerai pas, mais je vais très vite. Voilà. C'est justement, que se passe-t-il si je compose n fois avec une application, phi 1, phi 2 ou phi 3, comme on l'avait deviné, on va tendre vers 0,1, 1, 0 ou racine de 2 sur racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc en gros, c'est une manière de dire que on converge vers un triangle aplati ou on converge vers le triangle isocèle rectangle. Bien sûr, convergence au sens de dans l'ensemble renormalisé. Si on me compose machin truc, ça c'est ce que j'ai expliqué. Si vous voulez la preuve, ça fait un super exercice de suite entrecroisée, où vous posez un plus 1 et Vn plus 1 qui sont reliés par ces relations-là, et vous dites étudier. Alors l'étudiant il va un peu galérer, mais en fait on peut montrer que la différence entre UN et Vn et le terme général d'une série convergente, parce que c'est sous-géométrique de réseau entière. Si vous dites ça, ça veut dire que déjà UN et Vn ont la même limite si elles convergent. Et ensuite, vous vérifiez que si vous prenez les incréments d'une suite, vous pouvez les majorer par la différence entre UN et Vn après une factorisation astucieuse. Il faut regarder dans le poly, mais en gros, j'arrive à obtenir ça en utilisant que UN carré plus Vn carré est toujours égal à 1. Et donc, j'en déduis que les accroissements sont sommables aussi. Et si vous avez des accroissements sommables, vous êtes de Cauchy, ça veut dire que vous convergez parce qu'on est dans R, enfin R2. Donc voilà, les suites convergent, et comme elles convergent toutes les deux vers la même limite, et qu'elles sont dans le cercle, c'est forcément racine de 2, racine de 2. Enfin 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Voilà, je fais la version courte pour ne pas vous ennuyer plus que ça. Merci. Je fais la même chose pour phi 1 ou phi 3, et j'obtiens des suites monotones. Et là c'est plus facile. Je montre que c'est monotone, donc ça converge parce que c'est borné. Et ensuite, si j'ai l'une, j'ai l'autre, parce que, voilà. Bon, c'est un peu un argument sur les limites où je fais des factorisations pour dire que la limite c'est forcément 1. Mais ça se fait bien, et c'est rigolo. Donc finalement, j'ai trois directions possibles. Soit je converge vers l'isocèle rectangle, soit je converge vers le triangle aplati. Et j'en viens au résultat qui est, mais est-ce que finalement je peux atteindre n'importe quel point ? Parce qu'on a l'impression qu'on en a beaucoup plus avec deux qui sont proches et un qui est petit, puisque sur les extrémités, sur ton moi je le comprends comme ça, ouais. Et beaucoup moins au milieu où il serait deux de même taille, et puis ton hypoténuse qui est un peu le double, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a. Tu vois, il y a plus des 12-13 avec 5, deux proches et un. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, non, parce qu'en fait c'était des cas extrêmes ces deux familles. Parce que tu vas te retrouver avec plein de. Donc il y en a beaucoup entre. Il y en a beaucoup entre. Voilà, qui sont en fait proches du triangle isocèle. D'accord. Je me suis posé la question de est-ce que les triangles de Pythagore renormalisés sont denses dans l'ensemble des triangles renormalisés ? Et la réponse est oui. Alors vous allez me dire, bon, c'est facile parce que Q est dense dans R, alors c'est bon, c'est dense. Mais je vous rappelle que là on est sur un fermé d'intérieur vide, et un fermé d'intérieur vide ne va pas forcément croiser n'importe quel espace dense. Donc ici, en fait, il faudrait prouver vraiment que je peux expliciter une suite de triplés pythagoriciens qui marchent. Et en fait, j'utilise pour cela la représentation du cercle avec un paramètre t, et je montre que ce paramètre est rationnel si et seulement si le triplet est pythagoricien rationnel. Et ainsi, j'obtiens un truc assez simple, ce qui me permet de dire que si je prends un point x, y quelconque, je lui associe un antécédent t, et t, je prends une suite qui converge de rationnel, et donc je prends l'image directe de tn, qui me donne donc un couple de triplés qui va converger vers ce que je veux, par continuité, tout ce qu'on veut. Voilà, ça fait courte, mais rassurez-vous, on arrive à la fin. Mon seul regret, c'est de dire, moi j'aurais préféré une preuve constructive, c'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas désigner un point au hasard et dire, si je suis là, je fais rond phi 3, sinon je fais rond phi 1, après je fais rond phi 2, rond phi 2, rond phi 1, donc comme si j'avais une preuve constructive qui me permet de converger vers n'importe qui. Au début, c'était mon approche, qui fait un peu penser au terme de Stiges, c'est ça Ça ne marche pas si tu fais ça justement, parce que tu as une application phi 1 qui te renvoie vers le 1, de trucs qui te ramène vers... Ouais, mais en fait, dès que tu es allé là et que tu reviens, tu perds ta propriété que tes distances étaient de plus en plus petites.
En fait, tes distances deviennent de plus en plus petites si tu te rapproches. Non, mais genre, si ton truc te fait aller un coup d'un côté, un coup de l'autre, oui, mais après, par extraction par Bottom Verge, tu vas avoir une sujet qui converge parce que c'est bon. Ouais, mais si tu as une sujet qui est convergente, ça te dit pas que ta composée marche. Ça veut juste dire que si tu en prends quelques-uns de ta suite. C'est juste une preuve de densité, c'est une preuve de densité qui est quand même géométrique à Bottom Verge près. Après, je veux bien qu'on en discute, mais je pense que c'est pas aussi facile. Mais peut-être que j'ai raté un argument simple. Mais voilà, question ouverte. Est-ce que j'ai une preuve constructive qui me permet d'aller... Avec tes 3 directions. Et en fait, le truc qui m'embête, c'est phi 2. Parce que si avec le phi 1 et phi 3, ce serait assez facile de dire soit je descends, soit je monte. La question, c'est quand est-ce que je compose par phi 2. Si ça se trouve, je peux converger sans phi 2. Mais je trouverais ça bizarre. Bon bref, j'arrête là et on arrête cette discussion. Merci beaucoup. Merci.